Bon, à tout moment je change de setup parce que la luminosité est vraiment hyper bizarre, mais on va dire que ça va le faire. Hello! Aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai fait jusqu'ici, mais dans un format qui j'espère vous plaira parce que moi c'est quelque chose que j'ai envie de faire un petit peu plus à l'avenir. L'an dernier pour un book club, j'ai lu Télé-réalité, la fabrique du sexisme de Valérie Raye-Robert. Le sujet m'intéressait et du coup j'ai emprunté et lu d'autres livres et films un petit peu autour de cette question parce que le sujet m'intéressait et parce que je pense que vous commencez à comprendre qu'ici on aime bien faire des tunnels sur des sujets random. Et j'avais envie de pouvoir proposer un peu des sélections autour d'une thématique et les réflexions qui en ont émané. Donc ce dont je vais parler ici, ça a absolument pas vocation à être une analyse poussée, ni un travail de sociaux ou quoi que ce soit. J'ai pas fait d'études d'ailleurs là-dedans, donc j'ai pas les compétences pour le faire. Mais c'est vraiment mes propres réflexions sur la question, depuis mon point de vue évidemment situé. L'idée c'est de comparer un petit peu les différentes références que je vais citer, voir leurs points communs, peut-être ce qui les distingue, ce qui m'a plu, ce qui m'a moins convaincu. Et ceci étant dit, n'hésitez d'ailleurs pas à réagir en commentaire si vous souhaitez discuter de cela, si vous avez d'autres références à ajouter, si ça vous fait penser à des choses. Voilà, c'est aussi l'occasion. Donc cette intro est déjà suffisamment longue, donc on va passer au cœur du sujet. J'ai donc commencé par la lecture de Télé-réalité, la fabrique du sexisme de Valérie Raye-Robert. C'est une autrice qui a également signé l'ouvrage Une culture du viol à la française, et elle est globalement connue pour ses travaux féministes et pour une vulgarisation des sujets qu'elle aborde. J'étais donc assez curieuse de la lire. On va y revenir un peu plus tard, mais je suis un peu restée sur ma faim quant à cet ouvrage. Ça abordait énormément de sujets, mais sans vraiment les pousser. J'avais un petit peu l'impression de lire un plan très bien construit d'un livre, mais où on n'allait pas forcément plus loin que les titres des sous-chapitres. Et donc ouais, ça restait un peu trop en surface, ce qui était un peu dommage. Mais je pense que c'est un bon ouvrage pour se familiariser avec la question, mais si on en a déjà une petite connaissance, il reste vraiment trop léger, à mon sens, encore une fois. J'ai donc emprunté par la suite Vivre pour les caméras de Constance Villanova, et il m'a beaucoup plus convaincue. J'ai préféré la démarche de l'autrice, j'ai trouvé son propos plus approfondi, elle y disséquait vraiment les mécaniques dans le détail, sans pour autant jamais porter de jugement ou de conclusion finale, et en rappelant toujours qu'elle parlait d'un point de vue très situé. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu aussi. Elle fait beaucoup de parallèles avec ses propres expériences et elle a mené pour son livre un vrai travail de croisement de témoignages et d'interviews qui rendent le tout très concret, là où j'ai trouvé que celui de Valérie Raye-Robert restait, encore une fois, un petit peu plus en surface et très théorique, mais pas très concret quoi. Et dans le même temps, je suis tombée à la médiathèque sur un livre qui était paru récemment, qui est Girlfriend on Mars de Deborah Willis, qui a été une de mes très bonnes lectures de 2025. Et au départ, c'est vraiment juste la couverture qui m'a happée. Le résumé m'a tenté aussi, il était en lien en plus avec ce thème, donc il m'en a pas vraiment fallu plus, et je l'ai vraiment dévoré parce que c'est un livre en point de vue alterné, donc ça se lit très très rapidement, et la narration est vraiment fluide, en plus d'avoir une intrigue qui est bien menée, bien construite. Vraiment, moi j'ai passé une très très bonne lecture. C'est un roman qui n'est pas parfait, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire, et il est entré en résonance avec beaucoup de choses que j'avais pu lire dans les deux ouvrages théoriques. Et quelques mois plus tard, je lis, après l'avoir trouvé dans une boîte à livres, Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. On y parle davantage du monde de l'influence, mais il y a beaucoup d'échos avec les réflexions que j'avais pu avoir précédemment, et c'est un peu à ce moment-là que je commence à penser à écrire cette vidéo. Et toujours un petit peu plus tard, je regarde sur la plateforme de ma médiathèque le film Diamant Brut que j'avais loupé quand il était passé au cinéma, et la bande-annonce m'avait vraiment donné très envie, donc quand j'ai vu qu'il était dispo en streaming, je l'ai regardé. Et là aussi, beaucoup de choses ont fait écho aux livres que j'avais pu lire par avant, et donc j'ai pris davantage de notes et j'ai commencé un petit peu à écrire cette vidéo. C'est un peu la phrase qu'on a tous entendu prononcer dès que le sujet arrive sur la table. La télé-réalité, c'est soit un plaisir coupable qu'on préfère taire, ou bien qu'on va draper dans des prétextes plus ou moins douteux. Comme je regarde pour me moquer, je trouve que c'est une super analyse sociologique, ça me fait un bruit de fond. Quand c'est pas tout simplement un déni pur et simple de c'est complètement abrutissant, ça fait trop de bruit, c'est de la télé poubelle, bon, bref, j'en passe.
Moi-même, je reconnais avoir longtemps été dans ce discours-là, j'assumais pas complètement le plaisir que je pouvais prendre à regarder certaines de ces émissions. Et ce que j'ai bien aimé dans les deux ouvrages, à la fois celui de Valérie Robert et celui de Constance Villanova, c'est qu'elle rappelle d'emblée qu'on consomme tous d'une forme ou d'une autre, enfin sous une forme ou une autre, de la télé-réalité. Constance Villanova, elle raconte d'ailleurs à quel point elle cachait cette passion qu'elle avait, parce que c'était vraiment très mal vu dans sa famille plutôt bourgeoise, ou en tout cas avec un capital culturel assez élevé. La télé-réalité, c'est un peu l'apanage de celles et ceux qui réfléchissent pas, qui n'ont aucun esprit critique. Mais ce qu'on oublie trop souvent, et que les deux autrices rappellent vraiment très bien, c'est que derrière la télé-réalité, il n'y a pas que les émissions qu'on appelle dites d'enfermement, c'est-à-dire celles où les candidats sont filmés dans leur quotidien dans un lieu clos, avec des objectifs plus ou moins variables à la clé. Regardez par exemple Koh-Lanta, Top Chef, The Voice. En fait, ça fait aussi partie de la télé-réalité. Parce que tout est dans le titre. La réalité, oui, mais scénarisé, filmé, coupé, monté, scripté, enfin bref, mise en scène pour capter l'intérêt du spectateur. Et cette mise en scène, évidemment, elle a plein de biais. J'ai trouvé que Constance Villanova, elle le développait particulièrement bien. Comment certains candidats se sont vus apposer un rôle par une phrase, un comportement, à un instant T, qui, une fois qu'il a été mis en exergue au montage, a fini par les définir complètement. Le but, c'est évidemment de maintenir l'attention, de créer des figures soit aimées, soit détestées. Et pour cela, la télé-réalité, elle utilise les outils qu'elle a à sa disposition, à savoir les stéréotypes, qu'ils soient sexistes, racistes, classistes, bref, j'en passe. Dans Girlfriend on Mars, on va suivre Amber, qui est une jeune femme qui décide de participer à un concours télévisé, créé par une sorte d'alter ego d'Elon Musk, en peut-être un peu moins facho, mais quoique. Et donc, ce concours, ces deux gagnants se verront envoyés dans une mission exceptionnelle sur Mars, destinée à plus ou moins long terme à coloniser Mars, on le comprend assez vite. Filmé en continu, on voit bien que les candidats sont pas choisis au hasard. Chacun a été sélectionné pour un ou deux traits de personnalité, pour créer vraiment un ensemble un peu hétéroclite, où il va pouvoir avoir des rapports de pouvoir, des confrontations entre différentes personnalités, bref, tout est fait pour créer un divertissement auquel le public va adhérer. Le public, il a besoin de ces deux extrêmes, il a besoin de personnes à adorer, de personnes à détester. Les scénaristes du jeu, ils se chargeront de mettre en avant certains de ces traits de personnalité. C'est tout leur travail, c'est de maintenir cet équilibre qui assure le succès du programme. Aimer ou haïr, en tout cas des émotions suffisamment fortes pour être impliqué personnellement et regarder la suite épisode après épisode. Quand bien même on ne connaît absolument pas les personnes qui y participent. Amber, elle comprend bien vite que ce qu'elle sera à l'écran n'est pas du tout représentatif de qui elle est réellement, mais du personnage qu'on aura créé pour elle en extrayant une très infime part de sa personnalité. Ces mécaniques, on les retrouve très bien, je trouve, dans des programmes comme Top Chef ou Koh-Lanta. Je vais beaucoup citer ces deux exemples parce que c'est grosso modo les deux émissions que moi j'ai le plus consommées. L'objectif, il est assez simple, c'est de créer soit une identification, soit un rejet. Et celui-ci va être d'autant plus fort que dans une œuvre de fiction, parce que là, on nous dit qu'on est face à de vraies personnes, des monsieur ou madame tout le monde, on pourrait être à leur place, ça pourrait être nous. Et donc, on se prend forcément au jeu de se demander quelles auraient été nos réactions, comment est-ce qu'on aurait agi dans telle ou telle situation. Moi, par exemple, je me rappelle très bien qu'à 10 ans, je tenais un petit journal de Un dîner presque parfait, où pour chaque candidat, je mettais moi-même des notes au repas, à l'ambiance, etc. Alors même que je n'y étais évidemment pas. Et j'imaginais le repas idéal que je ferais quand j'aurai 18 ans, je participerai à ce concours. Spoiler alerte, je n'ai jamais participé à Un dîner presque parfait. Constance Villanova, elle fait à un moment donné une comparaison que j'ai trouvée hyper intéressante avec le champ politique qui s'est clairement emparé de cette mise en scène de l'intime et de créer des personnages pour donner la sensation aux spectateurs qu'on est proche des personnes qui sont en train de nous parler ou qu'on est en train de voir parler en tout cas. Avec notamment le débat télévisuel de 2017 où chaque candidat représentait un personnage et où chacun essayait clairement de tirer son épingle du jeu pour se démarquer. Et Constance Villanova écrit « La forme du discours politique finit par dominer son contenu » et je pense que c'est un très bon résumé de tout ce qui se passe depuis quelques années, mais de plus en plus aujourd'hui. Bref, cette petite parenthèse politique étant refermée, on voit bien que avec les réseaux sociaux, tout le monde peut désormais un petit peu vivre sa propre télé-réalité scénarisée par ses soins. Et donc,
Cette mise en exergue de certains traits de personnalité, on la retrouve vachement dans les contenus qu'on consomme au quotidien. On peut nier autant qu'on veut, mais c'est clairement le propre des vlogs, des comptes Insta ou autres. On montre une partie de sa télé-réalité, on crée un ensemble qu'on veut représentatif de quelque chose, un peu un miroir de la personne qu'on a envie d'être, ou en tout cas qu'on a envie de montrer aux autres. Et vraiment, je dis ça sans aucun jugement, parce que moi aussi j'ai conscience que je le fais. Je pense qu'on le fait vraiment un petit peu tous. Les motivations sont juste différentes pour chacun, elles nous appartiennent. Il n'y a rien de mal en soi à cela, simplement je trouve que c'est assez intéressant de voir les liens qu'il existe entre les deux, et je pense que ça peut en partie expliquer, justement, on va y venir, notre engouement pour ces émissions. Si je parle de mon expérience personnelle, et c'est de toute façon ce que je vais faire tout au long de cette vidéo, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas du tout d'une étude sociologique, mais bien de réflexion. J'adore regarder des vlogs pour piocher des moments de quotidien qui me parlent et parfois peut-être les reproduire, un petit peu comme un patchwork que je m'amuserais à créer à partir de toutes les images qui me sont montrées. Une sorte de moodboard en taille réelle de ma vie, de ma vie idéalisée quoi. Et Valérie Robert, dans la partie que j'ai trouvée la plus approfondie de son livre, elle s'intéresse aux émissions de coaching dont le but est justement d'apporter une solution clé en main, c'est-à-dire un problème, une solution. Et on va pas se mentir, face à l'immensité de tout ce qui nous dépasse dans le monde en général, un tel schéma, ça peut évidemment être très rassurant. Il y a tout qui y passe, une maison propre et soignée, des enfants bien élevés, des bons petits plats, un tempérament maîtrisé, une vie professionnelle qui va être épanouie, un bon équilibre entre vie pro et vie perso. Bon, on n'est pas loin de la figure de la tradwife, vous aurez compris. Et d'ailleurs, elle explique bien que on est clairement face à un backlash du féminisme des années 70-80, et elle écrit très justement « Le féminisme n'est ainsi pas rejeté, mais dilué dans un discours qui tente de rétablir des idées réactionnaires et de fait de minimiser sa portée. » Bon, et insidieusement, vous l'aurez compris, on a surtout un modèle très classiste qui se dessine. Il faut lisser, gommer tout ce qui est l'apanage des classes populaires. Et tant pis pour celles et ceux qui voudront pas rentrer dans le rang, Ils et elles deviendront un peu les contre-exemples, mais qui sont néanmoins nécessaires à ce genre d'émission, parce qu'il s'agit aussi de montrer aux spectateurs l'exemple à ne pas suivre. C'est un petit peu les vilains petits canards dont le public va pouvoir se moquer tout en se rassurant, en se disant « bon ça va, je suis pas comme eux ». Et ça aussi, on l'a tous fait, moi la première. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que ces émissions de coaching, elles nous font comprendre que s'il y a des problèmes qui persistent, clairement du coup, c'est la faute des candidats. Ils n'ont pas fait assez d'efforts, ils n'ont pas assez suivi les conseils justement des coachs, les coachs qui savent, qui sont les maîtres. Je vais pas vous faire encore une fois un cours de sociaux, mais les autrices des deux essais mettent très bien le doigt sur ce problème. On fait reposer la responsabilité sur des individus et pas sur des problèmes structurels. Donc si telle maman, elle n'arrive pas à maintenir son foyer en ordre, ça n'a rien à voir avec une situation, je ne sais pas moi, de précarité par exemple, mais bien avec son manque d'organisation et de rigueur. Et oui, c'est plus simple comme ça. Et de fait, ce qui est bien pratique, c'est que les classes populaires, elles ont complètement intériorisé le fait de souffrir d'un prétendu manque, de pas être assez, et donc d'avoir constamment à faire des efforts pour arriver à un niveau qui sera jugé acceptable par les autres. Donc ici, on a évidemment un terreau fertile parfait pour la méritocratie. Si les candidats des classes populaires réussissent à s'élever, à suffisamment s'intégrer, ça veut dire déjà que tout le monde peut le faire, et qu'ils méritent davantage de gagner. Leur côté un peu authentique, ça leur confère aussi un peu plus de valeur aux yeux des spectateurs, qui oublient encore une fois que ce qui leur est montré, c'est passé par de nombreuses phases d'écriture, de montage et donc de lissage de beaucoup d'aspérités, et de mise en avant d'autres choses qui peut-être dans la réalité étaient vraiment très minimes. Et on voit bien sûr s'immiscer aussi tout ce qui tient du développement personnel. Pareil, je vais pas m'étendre sur ce sujet qui pourrait être longuement débattu, je vais juste remettre un rappel qui me semble être très essentiel et qui est fait par Valérie Robert dans son livre. Le concept du développement personnel, ça a été créé à l'origine pour aider les hommes à réussir dans les affaires. Voilà, donc clairement, il n'y a pas de débat, c'est un outil capitaliste par essence. C'est apparu à peu près dans les années 30, il me semble, et ensuite ça a été étendu aux femmes dans les années 70, je dirais, et ça a été
évidemment dévié de son plan initial, mais si on prend les bases du développement personnel, c'était ça l'objectif. Voilà. Je me contenterai de dire ça, vous en tirez les conclusions qui s'imposent. Une autre chose que l'autrice rappelle dans son livre, c'est qu'à la base, l'objectif c'était de produire des programmes à moindre coût. Ça peut paraître un peu paradoxal quand on voit l'ampleur que certains ont pris aujourd'hui, je pense notamment à Top Chef où vraiment saison après saison, c'est à qui aura le cadre le plus exceptionnel, à qui aura les invités de prestige les plus marquants, avec en plus une grosse accentuation sur les coulisses du tournage, les caméras, les rails, les maquilleurs, la régie technique, enfin pour montrer vraiment que on est face à, enfin on est quasiment dans des décors de cinéma, hein. Des fois c'est un peu l'impression que ça donne. Et donc pourtant l'objectif à l'origine c'était de créer des programmes qui coûtent pas très cher, et cette idée de moindre coût, elle est aussi enrichie par le fait que, quand on y réfléchit, on demande quand même un travail gratuit phénoménal aux candidats de télé-réalité. Un travail qui est clairement immatériel, un travail émotionnel en fait, et ce travail il leur est imposé. On les pousse dans leur retranchement pour arriver au résultat voulu, et d'ailleurs Constance Villanova, à travers les nombreux témoignages les nombreuses interviews qu'elle a menées, elle donne une multitude d'exemples de candidats qui ont été épuisés par les demandes incessantes des productions et qui ont fini vraiment avec leur santé mentale bousillée, quoi. Et ce qui est encore plus insidieux, c'est que tout ce travail d'acting, il est demandé de façon implicite aux candidats. Ils ont donc pas tout à fait la sensation d'exercer là un travail. Et ça, c'est renforcé par le fait que les productions, elles insistent toujours sur la notion de chance, d'opportunité inestimable. On leur fait vraiment un cadeau qu'ils auront qu'une seule fois dans leur vie. Bref, s'ils saisissent pas cette chance inouïe, tant pis pour eux, il y en a d'autres qui prendront le relais. Et comme dans tout bon modèle capitaliste qui se respecte, l'industrie, elle repose, encore une fois, sur leur force de travail, mais elle va jamais le reconnaître. On les brosse dans le sens du poil quand ils sont conciliants, on leur fait comprendre qu'ils se trouvent sur un siège éjectable s'ils opposent des critiques ou s'ils osent se rebeller. Donc au final, aux yeux des productions, ce sont que des pièces interchangeables. Encore une fois, modèle capitaliste très classique. Et ce phénomène, je trouve que le film Diamant Brut le montre très bien. On suit Liane qui va participer à un casting pour une émission de télé-réalité. Et donc on va la suivre un petit peu dans l'attente de la réponse suite à ce casting. On voit tous les efforts qu'elle fait, son entraînement intensif pour ressembler aux candidats qu'elle admire, vraiment elle les analyse, elle les dissèque pour savoir en fait, pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir être prise à cette émission. Et elle a vraiment une volonté de faire, et il y a toute une manipulation qui en découle de la part de la production qui lui fait comprendre à quel point elle est exceptionnelle, à quel point vraiment elle pourrait illuminer et faire date dans ce programme. Et donc en faisant tout ça, en fait, la production capte ses faiblesses et elle joue dessus. Liane, quelque part, elle a pas toujours très confiance en elle, hein. On voit tout au long du film que c'est une jeune femme qui doute beaucoup et qui est constamment infantilisée par son entourage, qui juge ses rêves, et pour autant, elle cesse jamais d'y croire, elle sait où elle veut aller et elle se dit que personne pourra l'en empêcher, elle sait pourquoi elle le fait, elle sait quels sont ses objectifs et elle sait la ligne à tenir pour y arriver. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce film, c'est la dualité entre tous les doutes de Liane et la volonté absolue de donner tort à toutes les personnes qui la méprisent, et croyez-moi, dans ce film il y en a beaucoup. Parce que ce soit sa mère ou la conseillère Pôle emploi qui vraiment est pire personnage au monde, tout le monde semble avoir décidé pour Liane quel rêve elle a le droit d'avoir et ceux auxquels par contre il est complètement ridicule de prétendre. On l'a un petit peu vu précédemment, mais l'idée globale de toutes ces émissions, ça repose sur la notion de réussite, d'ascension sociale si possible, de rêve qu'on nous donne l'opportunité d'atteindre. C'est évidemment une perspective qui est hyper alléchante dans un monde qui brûle et dans lequel trouver un sens à sa vie, ça peut s'avérer un peu périlleux. Et dans Girlfriend on Mars, j'ai trouvé que Amber et son petit ami Kevin, qui lui ne participe pas à l'émission de télé-réalité, j'ai trouvé que ce couple était hyper représentatif de ça. C'est-à-dire que, à force de vouloir s'informer de tout ce qui va mal dans le monde, de tout ce qui se passe et d'essayer d'être les meilleures personnes, ou en tout cas de pas être de trop mauvaises personnes ou d'être un petit peu du bon côté de l'histoire,
et ben en fait ils se retrouvent à être dans une sensation d'inertie totale. Ils finissent confinés dans leur appartement, à pas trop oser sortir, à pas trop oser manger quoi que ce soit parce que tout est potentiellement mauvais pour un maillon de la chaîne à un moment donné. Et s'ils sortent, c'est pour faire des activités qui va peut-être être néfastes pour un maillon de la chaîne à un moment donné. Et en fait, c'est une espèce de boucle, qui les met vraiment dans une sensation, dans une situation d'inertie totale. Et quand Amber elle décide de participer à ce concours, Kevin il se retrouve complètement désarmé parce que c'est comme si Amber elle l'abandonnait. C'est comme si elle avait trouvé une issue, alors que lui, il restait coincé. Et en fait, il finit par regarder avidement l'émission, épisode après épisode, un peu comme s'il vivait par procuration le rêve d'Amber, tout en étant terrifié à l'idée qu'elle gagne et puis que potentiellement, elle parte pour toujours. Et Amber, on voit de son côté qu'elle semble revivre à cette perspective. Elle a trouvé un but à son existence et elle s'y accroche coûte que coûte. C'est un peu sa façon de laisser une trace de son passage sur Terre. Et cette notion de laisser une trace et d'enfin avoir sa chance de montrer de quoi on est capable, je l'ai beaucoup retrouvée dans le livre de Delphine de Vigan, Les enfants sont rois, dans lequel on suit Mélanie, qui est une jeune maman, et suite à une dépression postpartum, elle décide d'ouvrir une chaîne YouTube dans laquelle elle va s'investir à 1000% et mettre en scène le quotidien de ses enfants. Et elle fait de ses enfants du coup des véritables stars et vit un petit peu leur succès par procuration. Elle le vit comme le sien, sachant que Mélanie, plus jeune, avait candidaté pour une émission de télé-réalité dans laquelle elle n'avait pas été prise. Elle fait un transfert sur ses enfants, quoi. Et dans Diamant Brut, Liane, elle voit dans cette émission à laquelle elle postule la possibilité de s'extraire de la précarité qu'elle a toujours connue dans sa famille. On la voit dans sa vie quotidienne avec sa mère et ses sœurs et on comprend que c'est clairement pas tous les jours très simple. Je me répète, mais là encore, on va pas rentrer dans une analyse sociologique très poussée. Je vais juste m'attarder sur une chose assez essentielle, selon moi. C'est-à-dire la perception qu'on a des trajectoires de ces trois femmes. Ou plutôt, on va se poser la question un peu différemment, on va se demander, est-ce que s'il s'agissait d'hommes de classe moyenne ou supérieure désireux de s'élever dans leur carrière et qui useraient pour cela des armes qui sont à leur disposition, à savoir les archétypes masculins qui sont valorisés dans le monde de l'entreprise, tout ça pour gravir les échelons du monde du travail, est-ce que l'opinion publique les considérerait avec autant de mépris ? Parce que clairement, c'est pas du tout différent de ce que font, que ce soit Mélanie, Liane ou Amber. Elles utilisent les moyens dont elles disposent, elles n'hésitent pas à capitaliser dessus quand c'est nécessaire pour en tirer les avantages. Alors bien sûr, moi en tant qu'anticapitaliste convaincue, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal d'ailleurs, c'est clairement pas à moi d'en juger parce que je ne suis pas à la place de ces femmes, qui n'existent pas, mais bon, vous m'avez compris. Simplement, je pense qu'on ne peut pas leur reprocher de jouer selon les règles du jeu, selon les règles d'un jeu qui leur a été imposé en fait. Et donc tout ça, ça m'amène à refaire un lien avec ce que j'évoquais précédemment sur la comparaison entre le monde de l'influence sur les réseaux sociaux et la télé-réalité et la continuité qui a pu se tisser entre les deux. On a vu qu'il y a d'anciens candidats de télé-réalité qui ont réussi un petit peu à s'extraire justement des contraintes que leur imposaient les productions télé pour gérer leur propre business, en ouvrant leur propre chaîne, leur propre compte et en se faisant donc leur propre argent et en pouvant décider pleinement de ce qu'ils ou elles, surtout elles, mettaient en avant. Alors, on peut comprendre que ça plaise clairement pas aux dites sociétés de production, qui d'ailleurs, Constance Villanova l'explique très très bien dans son livre, c'est des sociétés qui n'ont pas hésité à utiliser ces mêmes réseaux pour ensuite les tourner en ridicule quand simplement elles sentaient que ces personnes échappaient aux mailles de leur filet. Mais néanmoins, qu'on adhère ou non à ce modèle-là, si on remet les choses à plat, en fait c'est un modèle entrepreneurial hyper classique. Et le fait qu'il soit rabaissé ou dénigré, ça vient surtout, je vais rien vous apprendre, du fait qu'il soit tenu par des femmes, parfois racisées, parfois issues des classes populaires, et parfois les trois en même temps. Donc, je crois pas du tout au mythe de la girl boss. Je crois pas que le féminisme doive se fixer comme objectif d'atteindre les mêmes sphères de pouvoir que les hommes pour se hisser au même niveau de médiocrité que ceux qui nous dirigent. Clairement, c'est pas mon discours ici.
En revanche, je pense pas non plus qu'on doive blâmer des personnes qui ont fait que, en fait, appliquer un modèle qu'on nous pousse à voir comme le summum de la réussite depuis qu'on est enfant. Qui plus est quand on a toutes les contraintes de la vie à gérer. Parce qu'au final, la question qui se pose à travers toutes ces œuvres, c'est qui est-ce qui a le droit de cultiver des rêves de réussite et de succès ? Parce que pour certains, on considère clairement que ces rêves ne seraient ni justiciables, ni réalistes, et encore moins atteignables. Alors qu'on n'aurait clairement pas le même regard, enfin quand je dis on, c'est l'opinion publique, hein, on s'entend, sur un jeune d'un milieu plus aisé qui rêverait de succès en montant son entreprise ou autre, et qu'on soit d'accord avec ses choix de carrière, encore une fois, c'est pas le sujet, c'est simplement que le regard du public, il est pas le même. Liane, dans Diamant Brut, on voit tout au long du film que tous les gens autour d'elle lui font comprendre qu'elle est censée rester à sa place. Elle est censée trouver un travail qui est considéré comme adéquat avec ses réalités, avec sa classe sociale, et en fait, la seule porte de sortie qu'elle voit à tout ça, la seule porte qu'on lui propose, c'est via ses émissions. Et c'est ça qu'elle entrevoit comme porte de sortie. Mais tout en cultivant ce rêve, tout autour d'elle, on lui fait comprendre qu'en fait, elle a aucune raison d'avoir autant confiance en elle et de penser qu'elle peut réussir à atteindre ça. On la méprise clairement et on trouve que cette confiance est indigne d'elle, elle est complètement inappropriée. Alors que Liane, c'est une femme qui veut prendre de la place, qui veut être visible, et pour ça, on va la dénigrer, l'infantiliser, et donc la ramener à la place que la société, elle a décidé à l'avance pour elle. Il y a aussi un dernier petit aspect que j'aimerais bien évoquer, même si je vais pas pouvoir me prononcer dessus personnellement parce que je suis pas concernée, mais à la fois dans Girlfriend on Mars et dans Diamant Brut, les deux personnages principales, elles sont croyantes, donc Amber et Liane, et elles trouvent dans leur rapport à la télé-réalité un lien avec la religion qui entretient un petit peu la volonté et la discipline qu'elles y mettent. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant en réalité, et assez bien amené, même si encore une fois, moi en tant que athée, je peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Donc je vais juste vous lire deux petits passages de Girlfriend on Mars dans lesquels c'est mentionné. La caméra devient invisible, mais on est aussi constamment conscient de sa présence. C'est comme quand elle croyait encore que Dieu la regardait. Tous ces mots, actes et pensées sont une fois de plus surveillés et importants, donc déformés. Être chrétien, c'était comme être célèbre. On ne vous passait jamais rien. Il y a évidemment tout un tas d'autres choses dont on pourrait parler et qui sont évoquées dans les livres dont j'ai parlé. Mais si le sujet vous intéresse, je vous laisse de toute façon toutes les références en barre d'infos. Et vraiment, si vous avez d'autres références sur le sujet, je serais hyper curieuse, ou si vous voulez échanger sur ces livres, ou sur Diamant Brut si vous l'avez vu. Voilà, je vous laisse bien sûr vous forger votre propre idée, être en accord ou non avec ce que j'ai pu dire. C'est de toute façon, je suis pas parole d'évangile, donc vous pensez ce que vous voulez à la fin. Mais j'espère quand même que cette vidéo un petit peu différente vous aura plu. Pareil, n'hésitez pas à me faire vos retours à ce sujet en commentaire. Moi, de mon côté, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir en fait à l'imaginer, à l'écrire et à la penser. Donc, comme j'aimerais bien proposer plus de contenu comme ça, ouais, dites-moi si ça vous a plu. Parce qu'au final, c'est vraiment pour ça que j'aime bien lire, c'est pouvoir croiser des points de vue, des expériences, des récits, et qui permettent de réfléchir au monde au sens un petit peu plus large. Voilà, j'ai déjà une autre vidéo un petit peu sur le même format en cours d'écriture. Ce sera pas la prochaine qui viendra, je pense qu'on fera plutôt un point lecture sur mes lectures de début d'année, vu que j'ai déjà des jolis coups de cœur. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt et faites de bonnes lectures. Salut!